Est-ce qu'on a le droit d'être fragile quand on réussit ? Oui. Mais effectivement, je ne m'autorisais pas en fait à être fragile parce qu'il fallait être présente pour les autres. Et puis à un moment donné, je me suis dit que non, il faut que je sois moi-même. On peut réussir en restant soi-même, bien évidemment, c'est même mieux d'ailleurs parce que ça serait une réussite saine. Avant d'arriver au sommet, on veut prouver, donc on cherche à prouver. Une fois que vous atteignez le sommet, vous cherchez à être à la hauteur. Ma plus grande faiblesse qui est devenue une force, c'était la peur du regard des autres. Anecdote, j'avais préféré prendre des heures de colle plutôt que de lire devant toute la classe. Ah oui, quand même. Bonjour, je suis Nicole Ewek et merci d'être là, de regarder et pour certains même d'écouter ce nouvel épisode de l'École de la vie consacré au thème de la pression de la réussite. Le replay sera diffusé sur Trace Plus que vous pouvez télécharger sur Google Play Store, Apple Store, le web ou la télé et pendant 3 mois, c'est gratuit avec le code TOG Trace Plus. Et pendant qu'on y est, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, likez, partagez, ça nous ferait plaisir, donnez-nous de la force. Je disais il y a quelques instants, on va parler de la pression de la réussite. Car qu'est-ce que c'est que réussir ? Est-ce atteindre ses objectifs, être validé, être à la hauteur ? Et surtout, comment gère-t-on le regard des autres et parfois celui beaucoup plus rude que l'on pose sur soi-même ? Parce qu'entre ce qu'on montre, ce que l'entourage attend de nous et ce que nous-mêmes nous souhaitons réaliser, il y a de quoi ouvrir un cabinet de crise intérieure. Pour en parler, j'ai 4 invités extraordinaires. Sandrine Gruda, B-Boy Junior, Philippe Gabillet, Gisèle Samaké. Et on va commencer tout de suite avec la première table ronde, le poids du regard. Sandrine Gruda, B-Boy Junior, merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous les deux, chacun ? Bonjour Nicole, moi je suis coach exécutif, donc effectivement beaucoup plus connue par rapport à mes 20 années de carrière au plus haut niveau en basketball. Et aujourd'hui je suis coach exécutif. D'accord, merci, Voilà. Merci beaucoup d'être présente. Avec plaisir. Et toi, B-Boy Junior, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Je suis de base danseur, breakdancer. Par la suite, j'ai navigué dans plusieurs disciplines, notamment la comédie, le théâtre. Désormais, je fais pas mal de conférences aussi et je suis pas mal dans la transmission. J'ai hâte d'écouter votre avis. Ma toute première question, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est que la pression de la réussite, Sandrine ? Alors, qu'est-ce que la pression de la réussite ? Déjà, je pense qu'il faut définir ce qu'est la réussite. Je pense pas qu'on ait tous la même définition. Donc, est-ce que c'est finalement, on va dire, un résultat favorable ponctuel ou pas ? Parce que c'est ça déjà la question. Pour ma part, ça peut être les deux. Donc finalement, donc ça peut être à la fois effectivement, par exemple, la réussite à un examen ou encore effectivement la réussite d'une carrière. Et là, on est plutôt sur le long terme, la durée. Donc le capital temps est important. La pression. Alors, qu'est-ce que c'est ? Finalement, on va dire que ça peut être un ressenti physique, un ressenti émotionnel qui est lié à un enjeu. Je dirais ça comme ça. C'est comme ça que toi, tu l'as vécu tout au long de ta carrière de basketteuse ? Je n'ai pas ressenti de pression liée aux objectifs que je me fixais ou aux objectifs collectifs. En revanche, c'est vrai que j'ai ressenti de la pression par rapport aux attentes. Aux attentes. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. B-Boy Junior, pour toi, quand tu entends la pression de la réussite, à quoi tu penses en premier ? Je pense à 2 directions différentes. Je pense à quelque chose de motivant qui m'a permis, dans les différents domaines dans lesquels j'ai dû exercer, qui m'a permis de sortir de mes retranchements, de ne pas me contenter du minimum, de devoir prouver et de me prouver à moi-même et aussi à mon entourage, à mes pairs. Il y a ce côté que j'appelle positif et il y a ce côté qui peut être destructeur, le fait de toujours vouloir plus, le fait de ne jamais être rassasié. Donc, c'est paradoxal, mais c'est une histoire de dosage, je pense. C'est une histoire de dosage. Alors,
je vais aller un petit peu avant qu'on nous voit les premiers résultats. Quand on est en train de poursuivre son objectif, à quoi ressemble la pression pour l'un et pour l'autre? Enfin, peut-être toi, tu m'as dit, Sandrine, non, moi, j'ai pas vraiment ressenti de pression de la réussite, si ce n'est le regard des autres. Mais avant d'arriver au premier résultat de ce que l'on fait, de l'objectif qu'on souhaite atteindre, comment s'est matérialisée cette pression? Peut-être que vous vous êtes mis chacun. On va commencer par toi, B-Boy. Toute ma vie, j'ai dû justement dépasser des caps, passer des caps, m'adapter. Donc, à chaque fois, il y avait pour moi toujours une pression de dire, OK, comment je vais réussir à prouver, comment je vais réussir à montrer ma légitimité, à me faire accepter. Et voilà, ça a été aussi un leitmotiv qui m'a permis d'aller encore plus loin. Donc, dans les premières étapes, c'est déjà dans des cercles vraiment fermés, dans des cercles très proches, déjà te faire accepter, de montrer que tu es capable malgré ce qu'on peut penser de toi. Et c'est de te donner des objectifs toujours plus grands et toujours plus hauts, toujours plus forts. D'accord. Et pour toi, Sandrine? Tu peux répéter la question? La question, c'est, tu sais, avant qu'on ne commence à voir les tout premiers résultats de ce que l'on fait, parfois, on se fixe un objectif, tu as un rêve, tu n'oses pas trop en parler aux gens. Mais tu te mets à bosser très, très dur pour pouvoir y arriver. Et pendant cette étape, on va dire un peu d'incubation, il y a comme une forme de pression. Moi, j'en parle parce que ça a été, par exemple, mon cas. Il y a une pression que l'on se met parce qu'on veut atteindre l'objectif. Je ne sais pas comment toi, chez toi, ça a pu se traduire. Peut-être pas forcément pendant ta carrière de basketteuse, mais aujourd'hui, tu es coach exécutif. Comment ça se traduit? Comment est-ce qu'on prend cette décision de passer du basket à du coaching? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un moment, ce switch, cette pression que tu as pu ressentir, que tu te mettais peut-être à toi-même, ou j'en sais rien? Alors déjà, je distingue quand même deux types de pression. Il y a une pression positive, une pression négative. Donc oui, je me mettais une pression positive, c'est-à-dire c'était plus, on va dire, une discipline pour pouvoir atteindre un objectif. Ce n'était pas une pression négative. Je n'ai pas ressenti cela. Que ce soit effectivement par rapport à un objectif fixé, donc tout le travail que ça demandait en amont de façon individuelle ou même, on va dire, collective, ou encore là, effectivement, dans mon nouveau boulot, surtout en tant qu'entrepreneur, on va dire, indépendant, si je ne m'impose pas mon rythme de travail, il n'y a rien qui rentre à la fin du mois. Donc, c'est sûr que je m'impose une discipline, mais je le vis très bien. C'est quelque chose qui est important. Je suis convaincue que ça contribue, on va dire, à ma réussite, justement. Donc voilà, la pression que j'ai décrite, c'était plutôt en lien avec les attentes que les gens attendaient donc de moi. C'est différent. Donc en fait, le regard des autres. C'est pas le regard, j'ai dit les attentes. Les attentes. C'est pas pareil. D'accord, explique. Vas-y, explique. Les attentes, c'est-à-dire parce que, alors à un moment donné dans ma carrière, j'ai gagné énormément. Donc finalement, lorsque tu habitues les gens à la gagne, ils attendent ou ils t'attendent sur une compétition à ce que tu excelles obligatoirement. Voilà. Donc finalement, tu n'avais pas forcément droit à avoir un rendement moindre. Tu comprends? Donc finalement, parce que tu as l'habitude, je vais dire une bêtise, de marquer 20 points par match et de prendre 10 rebonds, ils souhaitent que tu puisses absolument fournir la même prestation à chaque fois. Il, c'est qui? Alors, c'est plutôt les gens avec qui tu travailles. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Parce que finalement, le public, c'est le public. Le public, c'est le public. Le public, finalement, voulait que l'équipe gagne. C'était pas forcément, on va dire, individuel. Alors oui, quand il se déplace, par exemple, un Wemby qui va venir à Paris, on va vouloir qu'il joue, et on va vouloir qu'il joue bien, parce que les gens payent un billet pour ça. Mais en l'occurrence, l'attente en question que je décris là, c'est surtout par rapport aux personnes, à mes partenaires, ou encore, on va dire, aux coachs, aux dirigeants, etc. Oui. D'accord. Et chez toi, B-Boy Junior, comment ça se traduit? Comment ça se traduit? Assez positif quand même, cette pression quand c'est un nouveau challenge qui s'offre à nous. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai été habitué à ce fait de toujours vouloir se réinventer, d'aller plus haut. Donc, quand je me dis qu'il y a une nouvelle limite à dépasser pour avoir une meilleure version de soi-même, je fonce. Et chez toi, c'est attente
ou ces regards des autres? Parce que chez Sandrine, elle nous a parlé de l'attente finalement de son staff, de sa direction. Toi, c'est l'attente ou finalement le regard des autres qui, entre guillemets, t'a poussé vers l'avant? Bah, c'est quand même un peu des deux, hein, parce que tu es attendu au tournant et le regard des autres, je suis dans un milieu où on est vraiment justement exposé au regard des autres, que ce soit de ton adversaire, on est dans la compétition par exemple, le fait de pouvoir mettre une pression justement à ton adversaire, c'est déjà une victoire en soi, c'est déjà une réussite, donc vice versa. Donc oui, ça va se traduire par des gens qui vont attendre que tu aies un résultat, surtout que on est là, c'est vraiment dans la comparaison, c'est qui va donner le plus beau passage, qui va avoir le plus d'arguments, on est dans une joute artistique, donc ça va être vraiment dans la comparaison. Donc bien sûr, le regard des autres est important, mais la pression que moi-même je me mets, c'est aussi important. Et sachant que je suis assez dur avec moi-même, j'ai l'impression, et je me complais dans ça parce que c'est ce qui me permet toujours d'aller plus loin. Donc il y a vraiment, c'est lié entre l'attente des autres et le regard des autres. J'ai l'impression que pour moi ça a toujours été lié dans mon parcours. Tu viens de dire que tu es dur avec toi-même. Mm-hmm. Jusqu'à quel point il faut être dur avec soi-même pour y arriver? Jusqu'à ce que tu saches que tu as fait assez pour que tu n'aies plus rien à te reprocher. C'est dans la préparation. Tu te dis, j'ai donné le maximum de moi-même. Maintenant, ce n'est plus entre mes mains. Et là, c'est la rigueur qui parle. C'est la discipline, l'autodiscipline. C'est, la remise en question. C'est ne pas... je me considère toujours comme étant élève, même après plus de 25 ans de carrière. J'ai toujours des choses à apprendre. Et donc, et dans notre culture, le hip-hop, on dit each one teach one. Donc, on en apprend de chacun, donc c'est top. Mais merci. Sandrine, est-ce qu'on a le droit d'être fragile quand on réussit? Oui, j'ai failli poser une autre question, mais je reste d'abord là-dessus. Oui. Il faut se donner cette chance, parce que ce serait une chance de pouvoir être fragile lorsqu'on a atteint un certain niveau de performance. Explique. Pourquoi c'est une chance? Oui, alors là, je parle vraiment, pas de façon générale, hein, je parle de moi, de mon expérience. C'est important, je ne généralise pas parce que finalement, on est tous différents et on vit des choses qui sont peut-être similaires, mais finalement, nos réactions sont différentes. C'est vrai que je ne m'autorisais pas forcément à être complètement moi. Et j'inclus là mes vulnérabilités ou fragilités. Il fallait que je sois forte. Il fallait que je sois forte pour moi, il fallait que je sois forte pour les autres. Parce qu'encore une fois, quand je parlais des attentes, c'était forcément en lien à mon statut. On n'attend pas la même chose d'une personne qui sort du banc, par exemple. On attend forcément plus des cadres d'une équipe. Et donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis double médaillée olympique, meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Et donc, forcément, quand on est à la fin un déteneur d'un record national, c'est qu'on a été constant. Et c'est vrai que pour le coup, ça n'a jamais été mon objectif final que d'avoir cette récompense personnelle, mais effectivement, je ne m'autorisais pas en fait à être fragile parce qu'il fallait être présente pour les autres. Il fallait être présente pour les autres. Et puis à un moment donné, je me suis dit que non, il faut que je sois moi-même, complètement moi-même. Et pourquoi tu as ressenti ce besoin, pardon de te couper la parole, mais pourquoi tu as ressenti ce besoin d'être toi-même? Quelle est la fracture? À partir du moment où j'ai réalisé en fait que c'était ma carrière et pas celle des autres. Pourquoi? Parce qu'on te demandait, parce que tu gagnais pour les gens ou tu gagnais pour toi? En fait, dans un sport collectif, il y a une ambiguïté quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on appartient au club ou qu'on appartient, on va dire, à la fédération de basket, en l'occurrence. Et lorsqu'effectivement, moi, en tout cas, j'ai eu ce sentiment-là, je n'étais plus exactement moi-même dans tout ce que je suis. Et donc, lorsque j'ai compris ça, il a fallu que je grandisse, que je gagne en maturité. Lorsque ça a été le cas, je me suis dit non, en fait, ce n'est pas la carrière des autres, c'est la mienne.
Donc, puisque c'est la mienne, je vais être complètement moi. Merci Sandrine. B-Boy Junior, toi, tu t'es fait connaître du grand public en 2006. Tu as été le grand gagnant de la France à un incroyable talent. Tu devais déjà être connu du milieu de la danse, mais là, tout à coup, il y a une grande exposition médiatique. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as géré? Cette exposition médiatique m'a donné un autre point de départ, justement, et ça a été un moment où, justement, il y avait une période charnière dans ma carrière où j'étais pas mal dans la compétition et je me suis lancé plus aussi dans l'artistique, créer, chorégraphier des spectacles, mettre en place des événements. Et donc, je me suis rendu compte que, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit d'être fragile? Je me suis rendu compte que j'étais plus fort, justement, depuis que j'acceptais certaines fragilités, depuis que je les laissais apercevoir, paraître. Et en faisant justement aussi une pièce qui s'appelle La Tendresse, une pièce de théâtre. Dans le processus de création, on est parti sur des témoignages, sur des improvisations. Et là, on s'est retrouvé face à nos vulnérabilités. Et je me suis rendu compte que oui, quand tu arrives à faire pleurer des gens juste en expliquant comment toi tu vois les choses, comment tu vois comment on peut donner de l'espoir, je trouvais que c'était déjà une victoire, c'était quelque chose qui me permettait de m'épanouir, de me transcender. Donc, cette période d'incroyable talent n'a pas été comme si, justement, comme tout à l'heure je disais, comme si j'avais atteint quelque chose qui était déjà... Il n'y avait pas de plafond de verre. Au contraire, c'était un autre étage que je devais atteindre. Et ça, après, à partir de là, j'ai même fait un petit retour initiatique au Congo et j'ai appris d'où je venais après avoir longtemps cherché à savoir où je voulais aller. Et c'est là, justement, de se rendre compte que en acceptant je trouve pas ça juste d'appeler ça des faiblesses des fois, parce que c'est subjectif en fait. Il y a pas mal de choses, c'est des différentes forces ou alors des différentes manières de voir, différentes manière d'adapter les choses et je trouve ça, c'est la plus grande intelligence, de savoir s'adapter. Savoir s'adapter avec ce qu'on considère être des faiblesses. Oui. Chez toi, pour toi, tu te dirais quelle est ta plus grande faiblesse et qui est devenue une force? Ma plus grande faiblesse qui est devenue une force, c'était la peur du regard des autres. Et maintenant, je fais des conférences alors que je n'aurais pas pu m'exprimer devant un petit comité. Anecdote, j'avais préféré prendre des heures de colle plutôt que de lire devant toute la classe. Ah oui, quand même. Ouais. Ça, c'est la vraie école buissonnière de l'école de la vie. On va faire... Donc, il y aura la dernière question de cette table ronde. À partir de quand la réussite devient-elle un rôle qu'il faut tenir? À partir de quand la réussite est un rôle à tenir? Oui. À partir du moment où ça ne tient pas que à toi. En gros, quand ça peut, quand tu es un exemple, quand tu es considéré comme un modèle, comme un exemple, même si tu ne vis plus cette réussite, mais tu vas essayer de transmettre, tu vas être le GPS pour les nouvelles générations, tu vas leur permettre de gagner du temps, tu vas leur permettre de leur apprendre, qu'ils apprennent de tes erreurs. Et je me rends compte encore plus en étant papa. J'aime bien dire cette phrase qui dit que j'ai fait de ma vie un brouillon pour que la leur soit un chef-d'œuvre. Et... Oh non, ça mérite qu'on applaudisse bien fort. Non, c'est sincère parce que oui, c'est ce qui me permet de me dire, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est facile de dire, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que j'ai fait. Parce que eux, c'est dans le mimétisme. Donc, à partir de ce moment-là, la réussite devient une responsabilité. Waouh, c'est bien dit. Sandrine, pour toi,
Je partage ton avis. Après, effectivement, je vais être pointilleuse, mais pour moi, c'est pas forcément un rôle dans la mesure où il faut l'incarner, en fait. Et les personnes qui sont dans l'excellence sont des personnes qui l'incarnent. Donc, naturellement, tu inspires l'autre. Après, effectivement, tu peux choisir de transmettre davantage, que ce soit à ta progéniture ou encore à des étrangers. Mais il faut incarner pleinement qui on est. Et ça rejoint justement ce qu'on disait. Il faut être tous totalement soi, tout simplement. Tout simplement être soi. Merci beaucoup. Merci B-Boy Junior, merci Sandrine pour ces échanges, pour cet échange. On va passer à la deuxième table ronde, le prix de la réussite. Qu'est-ce que ça nous coûte de réussir véritablement? Pour ce nouveau volet, je suis ravie d'accueillir Ghislaine Samaké. Comment vas-tu, Ghislaine? Très bien. Bonjour Nicole, plaisir d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, je vais faire simple, comme à mon accoutumée. Ghislaine Samaké, directeur général d'une banque panafricaine, donc banquier. Donc chaque fois que je me présente, je suis banquier depuis maintenant presque 20 ans, quand même. Voilà. Pour gravir les échelons, tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Bien sûr, je suis là pour ça. Et avec moi également, Philippe Gabillet. Philippe, bonjour. Bonjour Nicole. Merci d'être là, je suis vraiment contente. Donc, moi, je suis Philippe Gabillet. J'ai été pendant, on va dire, 30 bonnes années quand même, professeur dans une école de management qui est le SCP, et où j'enseignais la psychologie, et en particulier la psychologie de la réussite, puisque c'était le champ sur lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années. Et je continue aujourd'hui à enseigner un peu et à faire à peu près, enfin beaucoup en tout cas, de conférences sur ces sujets, un peu partout quand on me le demande. Voilà. Monsieur Optimisme, c'est comme ça qu'on t'appelle. Absolument, oui, puisque j'ai fondé avec Jean d'Ormesson et d'autres, on a fondé la Ligue des optimistes de France en 2010. Et ça continue toujours. Voilà. On est ravis de t'avoir, on est ravis de vous avoir tous les deux. Ghislaine, je vais commencer par toi parce que honneur aux dames. Pour toi, que t'évoque la pression de la réussite ? Alors, c'est une très belle question et c'est vrai que les points de vue peuvent être partagés en fonction des parcours. Mais pour moi, cette pression-là, elle est intervenue lorsque cette réussite ne m'appartenait plus. Et je pense que B-Boy l'a évoqué tout à l'heure, parce que grandissant, je voulais réussir, je savais très tôt ce que je voulais. J'ai baigné dans un environnement d'excellence, avec des parents intellectuels. Donc, c'est une pression que j'avais vraiment bien vécue. Et j'ai envie de dire, quand on est seul et qu'on échoue et qu'on se relève, ça va, on est tout seul. Mais dès lors qu'on commence à incarner c'est une responsabilité. Là, on sent vraiment la pression. Donc, dans mon cas spécifique, le fait de aujourd'hui diriger une institution, d'avoir à la charge des collaborateurs, des acteurs de mon secteur d'activité et souvent tout un pays qui a quand même des attentes, vous comprenez que cette pression-là, elle est maintenant une responsabilité. Merci. Philippe Gabillet, la pression de la réussite. Moi, Nicole, j'ai un point de vue un peu différent là-dessus parce que pendant des années, en fait, j'ai accompagné que ce soit des entrepreneurs ou même parfois même des étudiants. Il y a la pression de la réussite à laquelle on pense en premier, c'est la pression, qu'est-ce qui risque de se passer si je réussis pas, quoi. Mais franchement, celle-là, il y a des tas de gens qui gèrent ça. Moi, mon problème, c'était de travailler avec des gens qui disaient « Mais bon sang, si jamais je réussis, qu'est-ce que je risque ?» Il faut bien comprendre que la pression de la réussite, pour beaucoup de gens, c'est « Si je réussis, qu'est-ce qui va se passer ?» Je me souviens d'une étudiante un jour qui m'avait dit, vous savez, elle avait beaucoup de mal à terminer un mémoire important pourtant pour elle, et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, vous savez, mon père a jamais voulu que je fasse une grande école de management, il est totalement contre ce système, il est anticapitaliste et il m'a dit que si jamais un jour je suis diplômé de l'ESCP, que je réussis le diplôme, il m'adressera plus jamais la parole. Alors, il y a des moments comme ça où on se dit, la réussite, parfois, faut bien comprendre que réussir, ça a un prix que certaines personnes vont hésiter à payer. Moi, j'ai vu ça aussi avec des patients, avec des malades, par exemple, qui savaient qu'ils avaient une pathologie, c'était pas bien, on pouvait les guérir. Et certains me disaient, oui, mais le problème, c'est que c'est ma maladie qui, depuis 15 ans, maintient ma famille soudée. Si demain, je suis plus
compléter, qu'est-ce qui va se passer? Donc la pression de la réussite, c'est à la fois la pression, qu'est-ce qui se passe si je réussis pas, mais il y a aussi toujours un second volet que souvent on oublie, c'est qu'est-ce que pour réussir, si je réussis, est-ce qu'il risque d'y avoir un problème? Est-ce que si je réussis, je risque de perdre des choses qui faisaient pourtant des choses importantes dans ma vie avant que je me mette à vouloir réussir? Ça, c'est une vraie question. Je vais rebondir en te demandant, justement, quels sont les sacrifices? Est-ce qu'on peut réussir en restant soi-même? C'est peut-être plutôt ça ma question. C'est autre chose. On peut réussir en restant soi-même, bien évidemment. C'est même mieux d'ailleurs parce que ça serait une réussite saine. Ce qui est embêtant, c'est quand on réussit et qu'à un moment ou un autre dans sa vie, on se dit, bon sang, quand je pense à tous les efforts que j'ai faits, et en fait, c'est pour réaliser le projet de quelqu'un d'autre. Parce que j'avais fait des promesses à mes parents, à mon milieu social. J'étais le premier, moi, vu ma génération, moi, j'arrive du XXe siècle. Hein. Donc, j'étais le premier de ma famille, le gars qui me dit, moi, j'étais le premier à avoir le bac. Donc, c'était des choses qui étaient extrêmement importantes. Et quand on veut réussir, on a fait des sacrifices et généralement, ils ont été consentis. On le voit avec ou les sportifs de haut niveau, ou les artistes. Moi, je l'ai vu au conservatoire, des gens qui travaillent, mais comme des malades, pour avoir un prix de piano, de violon, tout ce qu'on veut. Et pendant des années, ils vont faire 8 heures de piano par jour, ou 8 heures de violon, ou 8 heures de danse. Si ça marche bien, c'est formidable. Et il y en avait certains qui, le jour où ils passent le concours, la première fois, ils le ratent. Le choc était tellement puissant qu'ils disaient, puisque c'est ça, ça veut bien dire que je n'étais pas fait pour faire ce métier-là. Et ils referment le piano, ils ne le rouvriront plus jamais de leur vie. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut perdre des choses d'un point de vue temps perdu. Bon, j'ai passé tout ce temps pour ça et je n'atteins pas mon objectif. On peut parfois perdre par rapport aussi à son milieu social. Il ne faut pas se raconter d'histoire. L'envie, ça existe. La jalousie, ça, et je vais vous te dire, parfois, il va falloir faire de preuve de beaucoup de bienveillance et de beaucoup de générosité pour faire pardonner à un certain nombre de gens autour de soi, dans sa famille, dans son réseau amical, dans le milieu social de ses parents, pour arriver à faire pardonner notre réussite aux gens qui, eux, ont moins bien réussi dans leur vie. Wow, quelle leçon. Ghislaine, est-ce que tu as l'impression d'avoir sacrifié des choses pour la réussite, pour ta réussite? Alors, oui, mais de bons sacrifices. Des sacrifices, des efforts que j'ai consentis. Comme je viens de le dire, j'en étais consciente parce que très tôt, moi, j'ai baigné dans un environnement où il y avait cet esprit de compétitivité, il y avait l'excellence qui était palpable. Donc, tout autour de moi, j'avais des modèles et je voulais ressembler à mes parents, je voulais ressembler à mon entourage. Et je prenais plaisir petit à petit, graduellement, à être cette personne excellente, cette personne qui était première de sa classe, etc. Donc, si ça demandait pendant les vacances de mettre du temps de côté pour finir en avance quelques manuels pour qu'à la rentrée, je sois en avance et que je sois première, je prenais plaisir à le faire. Donc, d'aucuns diront que, ah oui, mais pourtant, t'as sacrifié ton temps de vacances ou ton plaisir, t'as pas vécu ton âge, alors que pour moi, non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Et quand je dis pas comme ça que je l'ai vécu, c'est ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis mature, avec du recul, je fais la distinction entre ce qu'on renvoie et ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec du recul, non, je peux confirmer que c'était de belles concessions. C'était des choix conscients et c'était de la discipline. Et c'était une discipline qui était à mon service, au service de ce que je voulais réaliser. Et j'étais totalement en alignement avec cela. Et je sens, Philippe, tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, je trouve ça un magnifique exemple. Parce qu'on voit bien le mot-clé, c'est alignement. C'est-à-dire que dans le fond, dès l'instant où je suis clair entre mes attentes, mes désirs, mes objectifs, ce que je réalise, tout ça est clair, bien évidemment qu'il y a un prix à payer, mais ce prix à payer fait partie de l'histoire. Il s'inscrit d'ailleurs dedans comme étant l'une des étapes de mon histoire de réussite. Et d'ailleurs, probablement, plus une réussite est alignée, chez un individu, chez une femme ou un homme, je dirais, qui va vivre cette réussite, plus il lui sera facile à un moment de la faire partager à d'autres. Et d'en faire partager, je dirais, pourquoi pas, non seulement le plaisir, mais aussi la fierté à d'autres personnes. Ce qui pose problème, dans le fond, c'est toujours le désalignement. J'ai un exemple en tête d'une très très grande nageuse. Je dirais que vous la reconnaîtrez probablement. Elle a été championne du monde, etc., d'une très grande nageuse. Un jour, elle a arrêté sa carrière.
Elle avait payé des prix très élevés parce qu'elle avait un entraîneur qui n'était pas un type extrêmement sympathique, je suis désolé. Et elle a été interviewée dans Le Monde. Et non, dans l'équipe, excusez-moi, dans l'équipe. Et elle a dit un truc dans l'équipe incroyable qui est de dire « Maintenant, ma carrière est derrière moi et maintenant que j'ai enfin terminé, je peux enfin avouer. J'ai jamais vraiment aimé nager. » Ah oui, Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour réussir, ce qui devient dangereux, c'est si pour le prix de la réussite, on se met à ne plus aimer les premiers pas du chemin pour lesquels on est. C'est je dirais, je fais plus de sport, je touche plus un piano, parce que voilà, j'ai tout donné et le prix à payer a été. J'ai pas perdu d'amis, j'ai pas perdu de rien, j'ai perdu le plaisir. Voilà. Et j'ai perdu le plaisir, c'était le prix à payer pour atteindre l'excellence. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a, à mon avis, entre deux mots qu'on confond souvent, c'est le succès et la réussite. C'est pas parce qu'on a fait un succès dans sa vie qu'on va réussir. Il y a tout un tas de chanteurs, ils ont fait un succès, ça a duré un été. Ça n'a pas été plus loin. Il y avait un ancien prix Goncourt, il avait écrit un livre qui s'appelait L'épervier de Maheu. Formidable. Le gars, le fait d'avoir gagné le prix Goncourt, il n'a plus jamais écrit une ligne de sa vie et il a très 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 mal fini. Donc le succès, c'est quelque chose de formidable et où on a quasiment tout donné à un moment donné. La réussite, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, la réussite, ce qui est intéressant, c'est quand elle va s'enchaîner. C'est-à-dire que, par exemple, comme un exemple qu'on a pu voir, j'ai réussi en tant que basketteuse de haut niveau et maintenant je vais réussir en tant que coach exécutive. Petit clin d'œil. Voilà, hein, c'est ça. Parce que la réussite, c'est pas obligatoirement une destination. C'est tout le long d'un chemin qu'on va faire jusqu'à la fin. Et au bout du compte, les gens pourront dire il ou elle a réussi. Il y a eu des tas de petites choses qui se sont mises comme ça. Eh ben, c'est tellement bien dit. On va te applaudir quand même pour ça. Ghislaine. Oui. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, la couronne sur la tête, elle est trop lourde? Bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure de responsabilité. Donc, ça demande vraiment cette discipline-là, pas seulement dans ce qu'on doit rendre au quotidien, les décisions, le poids des décisions, etc., mais également dans l'investissement qu'on fait sur soi. Voilà, pour ne pas justement que cette couronne-là soit vécue comme un fardeau incommensurable, en quelque sorte. Donc, ça va demander un travail intérieur, se rappeler pourquoi on fait ça. Travailler également, je pense que graduellement, le regard des autres n'a plus été pesant. C'est vrai que quand on grandit, on est tout le temps mis dans une case. Comme je dis, on commence à avoir des succès. Voilà, celle qui est tout le temps brillante, celle qui réussit toujours, la plus jeune. À un moment, ça devient la seule femme. Après, ça devient le leader africain. Donc, on vous met dans toutes sortes de cases qui après, ça développe une sorte de pression. Et vous dites, OK, je veux vraiment être à la hauteur de toutes ces étiquettes. Donc, pour ne pas se retrouver dans la durée, dans cet état d'esprit, en quelque sorte, il faut vraiment faire un travail sur soi pour trouver l'alignement, comme Philippe le disait, c'est quotidien. Pourquoi je le fais? Je le fais pas pour les autres. Je prends du plaisir. C'est un parcours, c'est un voyage. Je veux pouvoir, oui, inspirer les autres, mais même moi, être fier de ce parcours-là et me dire que j'ai laissé des traces. Voilà, j'ai marqué d'une pierre blanche ma génération. Philippe, est-ce que toi, à titre personnel, tu as eu le sentiment à un moment de te dire « Ah, le poids de la couronne, j'ai réussi pour ma famille », enfin, l'exemple? Non, parce que ça s'était pas passé comme ça. Moi, mes parents étaient partis il y a longtemps. Donc, voilà, je voulais en tout cas déjà que les gens qui avaient autour de moi soient contents de ce que je fasse. Mais en fait, moi, j'avais plus personne autour de moi à qui le prouver. Mais je pense que mes parents auraient été très, très, très contents de voir ce que moi, après, j'ai pu faire et devenir. Non, j'ai jamais eu de poids. D'autant plus que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas, j'ai jamais eu de velléité de carrière ou de choses comme ça. En revanche, je voulais absolument, en permanence, essayer de me rapprocher de ce pourquoi j'étais fait. Et ça, par exemple, ça a impliqué parfois des renoncements. J'ai renoncé à
des responsabilités, des postes, etc. Parce que c'était super, c'était vachement bien payé, les gens, mais c'était pas mon truc, quoi. Et cette notion d'alignement, c'est ça où elle est importante, de dire à un moment donné, je vais renoncer à un certain nombre de choses, mais je renonce, je dirais, dans la joie et la bonne humeur, parce que ça me permet de me rapprocher d'autres choses pour lesquelles je suis fait. Et en tout cas, et ce qui est vrai aussi, c'est que dans le fond, faut pas être dupe trop de sa propre réussite. C'est-à-dire, moi j'ai souvent dit, même à mes enfants, aussi à mes étudiants, vous savez, dans le fond, la réussite, c'est le contraire de la religion. Il faut que vous soyez très pratiquant, mais soyez pas trop croyant. Hein. Ne croyez pas, et j'avais un souvenir comme ça de mon père, une fois, il avait un de ses amis qui était un type charmant, mais qui était extrêmement arrogant, très imbu de sa personne, et puis un jour, je me souviens, on était à table à la maison, et le gars nous ressassait son CV pour la Xème fois, et ça, je sentais que mon père, ça commençait à l'agacer, et le type, je dirais, dans une espèce de bouffée d'orgueil incroyable, termine en disant, voilà, tu vois, après tout ce que je vous ai raconté là, vous comprenez pourquoi est-ce que je peux dire que je suis un homme arrivé. Et à ce moment-là, mon père le regarde, lui dit, ah, d'accord, tu n'allais donc que là. Ça, c'est une punchline. Il faudra la sortir à ceux qui fanfaronnent. Ah ouais, on la retient celle-là. Et d'ailleurs, comment on sait qu'on n'est pas fanfaron? Quelle est la différence entre je suis à l'aise avec mes succès et mes réussites et je me prends la tête, enfin, je me la raconte? J'ai envie de dire, quand on n'a pas besoin à chaque fois de faire valoir nos réalisations, ce qu'on est. Voilà, parce qu'on le sent, hein, dans une discussion, vous rentrez quelque part, dans une salle, vous êtes en train de réseauter, tout de suite vous discernez cette personne qui a vraiment sans cesse ce besoin de rappeler qui elle est, qu'est-ce qu'elle a accompli, qui elle fréquente. Donc on sent là tout de suite qu'il y a une personne, il y a un déséquilibre, on sent qu'il n'y a pas un alignement, qu'on est en train de le faire pour le regard des autres. Parce que quand il y a un alignement, on n'a pas vraiment besoin de l'exposer. Ça va de soi. On a de l'impact, ok, c'est les autres qui vont en parler. Donc moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je fais également ce check-in pour m'assurer, parce que comme j'ai dit, hein, c'est bientôt 20 ans dans mon secteur à briser tous les plafonds possibles et inimaginables. Ça peut tout de suite vous donner la grosse tête. Donc le moyen pour moi de réguler mes émotions, c'est tout le temps de me demander est-ce que je ressens le besoin de? Est-ce que je ressens le besoin de? Donc, quand c'est non, c'est bon. Quand c'est oui, ça veut dire qu'il faut que je prenne du recul, que j'assainisse un peu tout ça et que je revienne. Voilà. Merci Ghislaine. Oui, Philippe, je voudrais avoir également ton point de vue là-dessus. Oui, disons que l'auto-valorisation, elle est super quand elle est silencieuse. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que y a beaucoup de gens qui disent mais non, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas assez. Tu sais, dans le fond, la fausse modestie peut être parfois aussi agaçante que ça. Parce que moi je pense il faut bien comprendre une chose, c'est que pour un individu, refuser de reconnaître ses propres mérites intérieurement, c'est favoriser la réussite des médiocres. Donc, il vaut mieux pas y aller, d'accord ? En revanche, de là à prendre la tête de tout le monde, là, c'est autre chose. Et la meilleure façon, d'ailleurs, c'est d'éviter... Il y a une façon qui est très simple, en fait, même dans la conversation, hein, quand on est entre amis, quand on réseaute, pour ne pas se la péter, il faut quasiment traiter son propre parcours comme si on racontait une histoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une histoire intéressante ? C'est une histoire où un monsieur ou une dame nous explique dans la conversation les bifurcations un peu crises, un peu clés qu'il a rencontrées, comment il ou elle y a réagi et ce qu'éventuellement ça lui a appris. Basta. L'exercice d'admiration, d'une façon générale, vaut mieux le laisser à l'autre. C'est moins risqué. Voilà. Mais j'espère qu'on a bien retenu la leçon. Totalement aligné. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la réussite ? Est-ce que c'est arriver au sommet ? Est-ce que c'est durer ? Ou est-ce que c'est juste le regard des autres ? Alors, tricky. Je pense que toutes ces phases ont leur lot, entre guillemets, de difficultés. Mais encore une fois, c'est comment on vit ces difficultés-là. Avant d'arriver au sommet, on veut prouver. Donc, on cherche à prouver. Une fois que vous atteignez le sommet, vous cherchez à être à la hauteur. Voilà. Et après, vous allez rentrer dans cette phase où vous voulez perdurer au sommet. Donc, ce sont des phases
normal, et à chacune de ces phases-là, il y aura son lot de concessions, il y aura son lot de conflits intérieurs, il y aura son lot de est-ce que le regard des autres est prépondérant ou est-ce que j'arrive à le maîtriser suffisamment pour qu'il soit juste un miroir, parce que c'est important, on vit en société, donc c'est important, ce regard des autres, de l'autre nous permet également de mieux réguler la relation à soi, mais il faut juste que ça soit la bonne dose. Donc pour moi, à chacune des étapes, il y a son lot de difficultés, mais après, quand on est aligné et que ça fait partir du couloir de vie qu'on a voulu emprunter, on le vit bien. On le vit bien et à la fin, ça donne une belle histoire à transmettre. Parce qu'on est humain, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a des embûches, mais il faut vraiment être armé pour affronter ces embûches-là. Merci, Ghislaine. Et pour toi, Philippe? Oui, je pense qu'il y a cette idée selon laquelle, en fait, dans une vie humaine, parfois, pour que la réussite avec un grand R soit au rendez-vous, il va falloir en fait en enchaîner plusieurs étapes. Il existe des réussites qui sont condamnées à l'obsolescence. C'est comme ça. Un sportif de haut niveau, un jour, même un grand tennisman ou une grande nageuse, à un moment donné, de toute façon, ça sera terminé. Mais ça s'appelle, c'est pas grave en soi. Et c'est vrai aussi dans tout un tas de métiers. Je dirais, c'est compliqué au théâtre d'être un vieux jeune premier ou une vieille jeune première. C'est un petit peu embêtant quand même. Voilà. Donc on peut pas. En revanche, qui sait, un ancien sportif ou une sportive de compétition qui a réussi va pouvoir poursuivre cette logique de réussite à travers de la transmission, de l'accompagnement, devenir entraîneur, devenir quoi, etc. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je dis que la dynamique de réussite, c'est une dynamique de regard porté sur le réel en disant toujours, quelles que soient les choses que je suis en train de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce qui est en train de m'arriver ? Pour moi, pour les autres, pour la société, etc. Donc, c'est quelque part la réussite, c'est un état d'esprit, un mindset, comme on dirait aujourd'hui, pour toujours créer de la valeur à partir de ce que l'on est. D'une façon générale, ça sert strictement à rien d'être obnubilé par tiens, là je dois réussir, non, c'est dès l'instant où je vais continuer à essayer jusqu'au bout, d'être là où je suis avec mes nouvelles contraintes, mes nouvelles vulnérabilités, mes nouvelles forces. Je vais continuer à être un homme ou une femme qui va créer de la valeur pour les autres, pour lui-même, pour la société dans laquelle il vit. Le problème de la réussite, il se posera plus, puisque voilà, ça sera un fait. J'ai une dernière question. Comment gère-t-on la solitude du vainqueur ? Oui, bon, alors là, franchement... Voilà, c'est la cancre de la classe. Oui. Je vois qu'on gère là. D'abord, il faut savoir qu'il y a des vainqueurs qui sont très contents d'être seuls. Attention, l'idée selon laquelle on voudrait tous être en interaction avec autrui, etc. On s'aime, on fait les choses ensemble, on s'embrasse sur la bouche et tout. Non, il y a des gens, ils sont très bien tout seuls. On le voit chez beaucoup d'artistes, par exemple. En revanche, pour lutter contre la solitude, c'est un peu une évidence, une lapalissade, mais c'est de se dire, tout ce que je suis en train de vivre en ce moment... Et si j'allais le partager, même avec ceux qui m'ont pas aidé, voilà, tout bêtement. C'est-à-dire que la solitude, de toute façon, c'est un petit prix minimal à payer, bien que, faut voir, quelque part, quelqu'un qui a vraiment réussi, je ne crois pas, autant je crois à la solitude du dirigeant, ou de la dirigeante, parce que c'est une fonction sociale qui met les gens autour. Mais pour réussir, quelle que soit la réussite, on a tous eu besoin d'avoir qui nous ont compris. On a même eu besoin d'avoir des adversaires. On a même eu besoin parfois d'avoir des pires ennemis. Parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas trouvé la force en nous pour aller au-delà. Et sachant que quelqu'un qui réussit, de toute façon, dans la plupart des situations, c'est quelqu'un qui fait partie de cette famille des hommes ou des femmes qui se sont découragés en dernier. Voilà. Mais pour ne pas se décourager, il a fallu parfois rencontrer à la fois l'autre, celui qui m'a soutenu, qui m'a aidé, et puis de temps en temps l'autre, celui qui m'a challengé, et puis l'autre qui m'a tellement énervé, il m'a mis tellement en colère que, je dirais, ma réussite devenait pour moi-même une question de vie ou de mort. Bon, logiquement, si j'ai réussi et je suis là pour en parler, ça veut dire que c'est la vie qui a gagné, donc c'est une bonne nouvelle. Oh, mais quelle belle nouvelle. Ghislaine, tu vas pas t'échapper. Non, mais c'est très bien la solitude du dirigeant, du coup, chez toi. Exactement. Et j'aime bien la nuance, Philippe, parce que je fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas de problème à être seules. Donc, je suis tout autant à l'aise seule avec mon me time qu'avec un groupe. Donc,
j'ai été confrontée plutôt à la solitude du dirigeant. Donc, je parlais tantôt de responsabilité. Dans cette responsabilité-là, il y a des décisions que seul, en tant que dirigeant, vous prenez. Et en ce moment-là, vous vous sentez vraiment seul, mais ça fait partie vraiment de votre rôle, de votre fonction, vous le comprenez. Et quand vous le comprenez et que vous l'intégrez bien, vous réalisez que c'est même salutaire. Parce que vu que vous êtes seul à l'assumer, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de distraction ou de voix extérieures, externes qui viennent en ce moment précis lorsque vous êtes confronté à prendre une décision ou à arbitrer. Quelque chose de très difficile qui peut avoir un impact national, un impact sur une entreprise, etc. Donc oui, ça existe, mais il faut savoir en faire un levier et en faire quelque chose de positif. Merci à tous les deux pour cet échange. On va à présent passer à la minute de vérité. B-Boy Junior, pour la première question de la minute de vérité, pour toi, qu'est-ce que la réussite ? Pour moi, la réussite, que ce soit professionnellement ou dans ma vie personnelle, c'est pas mal lié. C'est, comme l'a dit Ghislaine tout à l'heure, c'est laisser un héritage. C'est qu'on se rappelle de ton œuvre, qu'on se rappelle de ce que tu as pu apporter comme impact positif pendant le temps qui t'a été imparti. Donc, c'est vraiment ça. Et j'aime bien aussi me dire que quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est aussi bien content de partir au boulot que de revenir à la maison. Et moi, c'est vraiment le cas et je me sens épanoui dans les deux cas. Donc, tu dirais que tu as réussi ? J'ai réussi, je suis encore en pleine réussite. Merci, B-Boy Junior. Philippe, pour cette minute de vérité, tu vas répondre à cette question. Le jour où j'ai compris que la réussite pouvait aussi me faire mal. En fait, heureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est la fois où, pour faire une conférence qui m'était payée, mais une fortune, j'ai failli rater la naissance de ma fille. Heureusement, le client a annulé la veille. Et là, je l'ai échappé belle. Voilà. Oh. Donc, qu'est-ce que ça a changé en toi ? Ça a changé le fait que il fallait que je me rappelle en permanence, dans le fond, tout ce que je fais, pour qui c'était fondamentalement. C'était pas vraiment pour moi, dans le fond. C'était pour tous les autres. Donc, ça m'a remis pendant quelques temps quand même l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà. Merci, Philippe. Sandrine, pour cette minute de vérité, tu vas répondre à cette question. Le jour où j'ai compris que la réussite pouvait aussi me faire mal. J'aurais maximisé mes entraînements physiques. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça a changé en toi ? En fait, ça m'a permis de réaliser l'importance justement de la condition physique. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà, on va dire, entrepris, mais je pense que je l'aurais fait davantage, plus tôt, plus jeune. D'accord. Merci, Sandrine. Mm-hmm. Ghislaine, pour cette minute de vérité. Le jour où j'ai compris que la réussite pouvait aussi me faire mal, je te laisse terminer. Alors, c'est le jour où j'ai été confrontée à des, on va dire, propositions indécentes. Donc, on va dire, pour généraliser, les séductions liées au sommet ou quand on est exposé. Après, par exposé, c'est pas forcément quand on est sous les projecteurs, parce que dans mon métier, on n'est pas sous les projecteurs, mais on côtoie quand même des personnes de pouvoir et des personnes très puissantes. Donc, pour faire face à cela, au quotidien, je m'assure de m'accrocher à mes valeurs et de me rappeler d'où je viens, ce que j'incarne et où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Tout. Ça a changé absolument tout. Ça a changé ma feuille de route, donc le pourquoi de ce que je fais. Et ça me donne justement cet alignement qui est important pour bien vivre ces pressions liées à la réussite. Merci beaucoup, Ghislaine. On va à présent passer à qui met la pression. Pour cette nouvelle partie, qui met la pression, qui nous met la pression pour y arriver. Je suis ravie de vous avoir tous les trois, Sandrine, Philippe et Ghislaine. Qui nous met la pression
pour qu'on réussisse? Je vais commencer par toi, Philippe. En fait, dans l'histoire des réussites, alors c'est mon côté psy qui revient, mais on ne peut pas échapper à un scénario familial quand même. Et simplement, parfois, on veut réussir parce qu'on a eu un message, une injonction à la réussite qui est venue de l'environnement familial. Et parfois, on veut réussir parce que dans le fond, on n'a pas été convaincu par la réussite de ses propres parents, par exemple, ou de son entourage. Il y a des gens qui ont voulu réussir parce qu'ils trouvaient que leur père, leur mère n'étaient pas allés assez loin. Ils en étaient, dans le fond, pas fiers. Et ils voulaient rattraper ça par leur propre réussite. Donc, effectivement, s'il y a toujours des tiers, ça peut être aussi parfois un mentor ou une mentor qu'on va croiser, un prof, un instituteur, un entraîneur sportif, un prof de théâtre, un chef d'entreprise qui vous a pris en stage et tout d'un coup dit attends mais celui-là ou celle-là on va en faire quelque chose. Voilà. En tout cas, on a toujours dans un parcours de réussite, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler des tiers aidants, des tiers accompagnants, des gens qui ont été là à un moment donné, peut-être pour nous donner le coup de pouce, et même parfois nous convaincre d'un talent qu'on n'avait pas vu. Par exemple, dire attends mais tu es tellement bon là-dedans, tu dois aller le plus loin possible dans ce domaine-là. Donc voilà, et le point de départ, l'impulsion, on va dire, de la réussite, elle va venir de là, et ce n'est qu'après, en fait, que ma réussite va devenir un enjeu pour d'autres gens. Mais il faut bien qu'au départ, j'ai quelqu'un qui m'ait aidé. La réussite, ça démarre, sauf des gens exceptionnels qui ont dès le départ une vocation, mais c'est pas la majorité du genre, ça fonctionne pas en auto-allumage quand même. Hein. Il faut avoir été allumé par quelqu'un. Ah, je suis tout à fait d'accord. Sandrine, qui a été l'impulsion, l'allumette, la tiers flamme. aidant. Le tiers aidant. Alors, ma famille, beaucoup, mon père principalement. Et c'est vrai que lorsque Philippe parlait tout à l'heure des personnes qui influencent finalement une trajectoire, ça a été pour moi mon père. Il a été lui-même basketteur professionnel. Et c'est vrai qu'en tant que compétitrice née, je voulais faire mieux que lui. Donc, ça a été lui. Et puis après, tu parlais de pression également. Moi, je m'en mets une positive pour avancer, et j'ai dit tout à l'heure par rapport à une discipline. Et puis c'est vrai que j'ai aussi subi des pressions, mais qui finalement en fait ont contribué également à ce que j'avance. Enfin, en tout cas moi j'ai pu, on va dire, renverser la vapeur pour que finalement ça ne m'inhibe pas, mais au contraire ça me permette de carburer. Merci. Et toi, Ghislaine? J'abonde totalement dans le même sens que Sandrine. Donc en phase de construction, c'était ma famille, mon papa. Voilà, que j'admirais tellement, limite c'était mon idole, je voulais absolument le ressembler. Donc pour moi, c'était une pression silencieuse. Donc c'était pas le genre de pression où on vous dit il faut que tu deviennes ça, il faut que tu deviennes ça. Donc on m'a toujours laissé la liberté de choisir ma voie, mais j'avais un entourage qui était tellement excellent, donc j'étais entourée de modèles que je voulais les ressembler, et sans pour autant me l'imposer, je l'ai quand même ressenti comme une pression. Et tout au long, il y a eu cette pression-là que moi-même je me suis mise et qui continue. J'estime que je suis la personne la plus exigeante envers moi-même. Et après, vous montez. Et lorsque votre réussite devient une responsabilité, comme l'a si bien défini et analysé Philippe tout à l'heure, c'est cette pression-là que vous prenez. Vous prenez cette pression par rapport à ce que vous incarnez. Mais encore une fois, il faut que ça reste positif. Il faut que ça vienne comme un moteur. Voilà, il faut que ça soit, ça vienne nourrir cette passion-là. Donc, on va revenir encore sur l'alignement. Donc, j'ai envie de dire, pour ma part, tout au long de mon parcours, ça a été une pression positive, que ce soit une pression venant de tierces personnes, celle émanant de moi-même, ou celle que mon rôle actuel incarne et recommande. Ghislaine, quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit « j'ai toujours tout bien fait, bon élève, etc. » Quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre ce fameux driver fais bien. Enfin, je sais pas si ça existe, ce fameux driver. Il faut que tu sois parfaite. Voilà, sois parfaite. Est-ce que comment on deal avec ça? Parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'être parfaite, mais pour qui? Non, je ressens pas ce besoin. D'accord.
Je ressens pas ce besoin et j'ai su réguler le perfectionnisme. Voilà, que j'avais très tôt. Donc c'est arrivé très tôt justement parce que je voulais nourrir quelque chose. Mais après j'ai su le réguler pour que ça ne m'emporte pas, pour que ça ne devienne pas je le fais pour l'autre, je le fais pour prouver. Donc, j'ai dû réguler pour que ça soit pour moi-même. Donc, cette discipline, elle est pour moi-même. Je trouve quelque chose de bon. Lorsque j'arrive, de par mon parcours ou de par mes réalisations, à impacter, je trouve positif de pouvoir impacter mon entourage, transmettre quelque chose à la jeune génération. Donc, c'est pas fait tout bien faire. Moi, je qualifie toujours déjà ce que j'appelle ma réussite. On l'a dit à l'entame, hein, réussir, la définition de la réussite, elle n'est pas la même pour tout le monde. Donc, je qualifie ce que je ressens comme bonheur, je qualifie mon essentiel. Donc, tout ce que je fais, mon point de départ, c'est d'abord qualifier qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et ensuite, ma feuille de route, elle est élaborée sur cette base-là. Et en ce moment, j'ai envie de dire, ça va être ma perfection, mais pas la perfection selon les critères établis par la société. Merci Ghislaine. Philippe, le driver soit parfait, soit parfaite. Est-ce que beaucoup de gens l'ont, surtout, je me dis, ceux qui veulent y arriver et aller le plus loin possible, comment, à un moment, on arrive à se détacher ou d'abord même à en prendre conscience? Ça fait partie on va dire, des recoins sombres de la psychologie de la réussite. C'est-à-dire que l'honnêteté oblige à dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que le perfectionnisme, c'est vraiment à la fois la meilleure et la pire des choses, parce que le perfectionnisme, en fait, c'est un trait de caractère qui peut nous échapper en termes de contrôle. C'est-à-dire qu'on se met à vouloir être même parfait dans des domaines qui n'en valent pas la peine. Alors que la caractéristique de la réussite durable, c'est qu'elle a été une suite de gestion des imperfections. Il y a un prof d'Harvard d'ailleurs, Tal Ben-Shahar, qui avait écrit un ouvrage merveilleux. En fait, c'est même pas lui qui l'a écrit parce que il avait fait un cours qui s'appelait l'apprentissage de l'imperfection et ses étudiants avaient pris des notes et comme lui voulait pas écrire de bouquin là-dessus, c'est les étudiants qui ont pris leurs notes puis s'y sont mis à plusieurs et ils ont écrit un bouquin qu'on trouve en français d'ailleurs qui s'appelle Apprentissage de l'imperfection, comme Christophe André d'ailleurs qui avait fait un très joli livre qui s'appelait Imparfait, libre mais heureux. Il y a un vrai travail aujourd'hui et c'est d'ailleurs le signe de la maturité de celui ou de celle qui est en train de réussir, c'est quand à un moment donné il dit, bon, écoutez, vous avez toujours voulu que je sois le parfait, la parfaite, etc. Super, je vous en veux pas pour ça, je vous aime quand même. Mais il y a une phase avec laquelle il est absolument essentiel de jouer, c'est se réconcilier avec ses imperfections. Parce que d'abord, la perfection, non seulement c'est pas facile, mais il est même pas dit que la perfection, ça soit quelque chose qu'il faut rechercher. Moi, j'ai un souvenir un propos de Pascal Nègre, qui était le patron de Sony, et on parlait des chanteuses, des chanteurs. Il me dit, tu sais, la plus grande malédiction, il parlait d'un chanteur ou d'une chanteuse, c'est d'avoir une voix parfaite. Hein. Parce que si tu as une voix parfaite, tu pourras jamais avoir un style à toi et tu seras condamné à être choriste. Un excellent choriste, même peut-être le meilleur, mais tu seras choriste. La caractéristique de tous les grands chanteurs, les grandes chanteuses, des grands artistes, ils ont des défauts. Ils ont des défauts de prononciation, ils ont des défauts dans la tessiture, ils ont des défauts. La réconciliation avec ces points faibles est un élément très très important. Et parfois d'ailleurs, de même qu'il a fallu trouver quelqu'un pour nous donner le pitch pour démarrer, il faut à un moment donné rencontrer peut-être la personne qui nous dira, tu sais, attention, hein, si ça se trouve, ce qu'on appelle ton point faible, ton défaut, si ça se trouve, c'est peut-être une qualité, mais qui n'a pas encore trouvé son histoire. Alors patientons un peu. Waouh. Son défaut, c'est sa qualité qui n'a pas encore trouvé son histoire. Que c'est bien dit. Sandrine. J'abonde sur ce que Non, on ne triche pas. On ne triche pas chez le voisin. Ah non, mais je vais parler. Ne t'inquiète pas, je vais parler. C'est juste que on le dit même souvent même dans le basket, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ton défaut, justement, est ta singularité en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça finalement qu'il ne faut pas les gommer. C'est ce qui te différencie des autres et qui finalement pourrait te permettre d'avoir un job et pas l'autre. Donc non, j'abonde.
Tu parlais de l'injonction, donc sois parfait. Oui, alors moi, j'ai pas grandi avec cette injonction-là. Moi, c'était plutôt le sois fort. Mais effectivement, comme l'a dit aussi Philippe, la perfection est l'une des pressions existentielles de l'homme. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes vivent avec ça, et qu'effectivement, il est essentiel de pouvoir apaiser. Parce que sinon, la pression, c'est quelque chose que tu vivras avec une pression éternelle, on va dire. Bon, bah écoute, Sandrine, tu as parfaitement répondu à la question. Très, très bien. J'en suis tout à fait satisfaite. Alors, ma question suivante. Porte-t-on différemment la réussite quand on sait que l'on représente plus que soi ? Au choix, hein. Là, pour le coup... Oui, je pense qu'on a répondu à cela. Lorsque Déjà. ça devient une responsabilité, lorsque ça implique la vie des autres, lorsque ça implique des enjeux à l'échelle nationale, économique et tout ça, oui, très clairement. Oui, sachant que les enjeux où ça représente plus que soi, il y en a bien évidemment, mais c'est pas la majorité du genre. Parfois, simplement, on considère que cette réussite est importante parce qu'elle correspond simplement à ce dont les gens avaient besoin. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que leur mission sur Terre, ça va être essentiellement d'accompagner les gens qui en ont besoin, de les distraire, de leur apporter le service dont ils ont besoin à un moment donné, et ça sera déjà super comme ça. Si on peut effectivement travailler à quelque chose qui va au-delà, pourquoi pas ? Mais là aussi, on ne peut pas en faire une obligation. La caractéristique du sens de la vie, il y a beaucoup de philosophes, en fait, ont réfléchi à ça, et parfois en se creusant la tête comme c'est pas possible. Moi, il me semble quand même que donner un sens à sa vie, c'est tout bête, hein. Quand on y réfléchit bien, c'est au fil du nombre d'années que ça va durer, quel qu'il soit, hein, c'est avoir tenté, avec ses propres moyens, de faire la différence pour les gens qui étaient autour de nous et qui attendaient quelque chose de nous. Donc il y a des gens, eux, ils ont fait la différence par rapport à l'histoire, tu vois, avec un grand H, pas moi, De Gaulle, je dirais Mandela, ok. Puis il y en a, ils ont simplement, pendant toute leur vie, de façon très modeste, ils ont fait vraiment la différence pour les gens de leur village, pour les gens de leur cage d'escalier, pour les gens de leur famille, et pendant quelques années, quelques générations après qu'ils aient disparu, on continuera à parler d'eux. Ces gens-là ont vraiment réussi leur vie aussi. C'est ce qu'il faut rappeler. Mais c'est ça. C'est ce qu'il faut rappeler. Sandrine, je sais que on en a parlé. Oui, on en a parlé. Clairement. Oui. Mais là, je vais te poser cette question. La réussite donne-t-elle de la liberté ou crée-t-elle parfois une nouvelle forme d'enfermement que toi seul, tu comprends ? Est-ce que ça t'enferme ou est-ce que ça te libère, la réussite ? Pour ma part, ça m'a... quelque part, ça m'a libérée parce que ça m'a quand même donné des opportunités derrière, donc une forme de liberté, on va dire. Quand je dis liberté, c'est par exemple déjà de pouvoir taper à différentes portes, on va dire, parce que je suis aussi en parallèle présidente d'association, donc j'ai pu effectivement monter ce projet-là à bien et continue d'ailleurs à le mener depuis maintenant bientôt 6 ans. Donc j'ai conscience de ce que ça permet de faire, que d'être finalement sur la plus haute marge d'un podium. Maintenant, est-ce que ça enferme ? Encore une fois, moi personnellement, ça ne m'enferme pas parce que je l'incarne. En fait, je ne joue pas un jeu, je ne joue pas un rôle à être pointilleuse, à être dans l'excellence, à faire attention à ceci, cela. C'est qui je suis. Donc finalement, je me dis pas non, aujourd'hui je me lève ce matin, il faut que je sois excellente, non, c'est qui je suis. Donc ça vient avec ses forces, ses faiblesses, ça vient avec effectivement son lot de désavantages aussi, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut effectivement, mais d'ailleurs dans le sport, j'ai eu quelques ennuis avec ça parce que être trop pointilleux, ça dérange puisque tu peux mettre le doigt sur quelque chose finalement que quelqu'un aurait préféré mettre sous le tapis. Donc et que toi tu arrives et tu dis mais non, mais ça fonctionne pas en fait. Et là tout de suite effectivement donc tu déranges. Donc il y a son lot d'avantages et de désavantages, mais que j'assume pleinement parce que c'est qui je suis tout simplement. Merci. Ghislaine. Totalement. Je suis exactement dans le même cas. Non, moi, ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que très tôt, ça me permet de donner vie à ce que j'avais envie de faire, à mes passions, emprunter un chemin où j'ai de l'impact et le façonner comme je veux. Et pour rebondir sur ce que Philippe disait tout à l'heure, oui, quand on parle de réussite, il faut pas forcément voir le sommet. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure il faut qualifier la réussite. Donc ça peut être justement une personne dans un village qui va juste faire des puits
et puis permettre aux autres d'avoir de l'eau. Voilà, ça, c'est une réussite. Donc, la réussite, elle n'est pas tout le temps éclatante, visible. D'ailleurs, j'aime parler de l'impact invisible. J'aime parler de ça. Ça me passionne beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui font beaucoup de choses dans l'ombre. Je trouve que c'est une force. Donc voilà. Donc il faut qualifier sa réussite et une fois qu'on l'a qualifiée, elle est censée vous libérer. Pour ma part, ça m'a libérée. Donc ça vient avec son lot de solitude, comme on l'a dit tout à l'heure, mais une solitude que j'accepte parce que j'ai compris que ça fait partie du rôle que j'incarne. Ça va venir avec son lot également de sélection dans les connexions, dans les amitiés, dans tout ce qu'on fait. Ça va venir également avec cette discipline, parce qu'on a un agenda millimétré, très, 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 très strict. Donc, ça demande de supprimer certaines distractions à la faveur d'autres. Ça va demander souvent de beaucoup voyager. Donc, voilà, ça vient avec tout ce qu'on peut identifier comme frein ou comme épreuve. Mais tout dépend de comment on l'a défini au départ. Et encore une fois, on revient sur cette notion d'alignement. Merci beaucoup, Ghislaine. Tu voulais rajouter quelque chose, Sandrine? Non, pas du tout. Alors, je te passe la main. Elle te passe la main, Philippe. Non, moi, honnêtement, je trouve que j'ai rien à rajouter à ces remarques-là. Je dirais simplement que, effectivement, la notion d'arbitrage et de priorité, elle est importante. Hein. Je crois que c'était René Char, c'est le grand poète, qui disait, de toute façon, dans nos vies, surtout nos vies aujourd'hui, très, très actives, etc., et quand on pense parfois aux réseaux sociaux, aux séries télé, aux jeux vidéo, il dit, c'est comme ça, l'essentiel est souvent menacé par l'insignifiant. Et moi, je me souviens d'une discussion, je crois que c'était mon grand-père, discussion avec mon grand-père et ma grand-mère, parce que moi j'aimais beaucoup ma grand-mère, puis je faisais même toutes les bêtises possibles et imaginables, elle était toujours d'accord, elle me disait non mais il a bien fait. Et un jour mon grand-père, qui faisait beaucoup de philo, tout ça, m'avait fait le coup, j'étais jeune pourtant, il m'a dit tu sais, faut faire des choix dans la vie, et choisir de toute façon c'est renoncer. Et moi ma grand-mère qui était à côté dit non, laisse courir, il est complètement gâteux, choisir c'est préférer. Voilà. Eh, ça mérite. Là c'est ta grand-mère qui l'a dit. On dit merci à ta grand-mère. Voilà. Choisir. Je dis merci. Choisir, c'est préférer. Voilà. Ah, je le note, moi. Voilà. Cadeau. Oui. Je récupère. Non, mais c'est très, très bien dit. Vous avez chacun parlé de la définition de la réussite. Je vais donc vous demander, Philippe, par toi, qu'est-ce que c'est que réussir, selon toi? Réussir, c'est non seulement avoir le sentiment que l'on a atteint le maximum, ou en tout cas l'essentiel de ce qu'on voulait atteindre, dans tous les domaines d'ailleurs. Il y a des gens pour qui réussir, c'est avoir plus que les autres. Pourquoi pas? D'autres ils disent non, moi réussir, ça sera faire plus que les autres. Réaliser, créer, bâtir, inventer. D'autres, alors chez les profs, j'en ai connu beaucoup, réussir dans la vie, c'était en savoir plus que les autres, sur plein de sujets. Et puis il y a des gens qui disent, non, dans le fond, pour moi, la réussite, tu vois, c'est partager plus que les autres. Partager ce que j'ai, partager ce que j'ai fait, partager ce que j'ai su. Mais c'est toujours quelque chose qui va au-delà de la norme et dont je peux, moi, être fier, et dont la plupart des gens autour de moi reconnaissent que c'est une bataille qui valait la peine d'être faite, quoi. Voilà. Et après, chacun, et ça tout le monde l'a dit à plusieurs reprises, mettra en fait ses propres définitions derrière. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a quand même 3 critères. Hein. Si on a réussi n'importe quoi, il faut quand même qu'il y ait quelques preuves tangibles. Hein. Ça se voit, ça se mesure, il y a des traces, enfin bon, voilà. Deuxièmement, est-ce que c'est reconnu par les autres? Et de toute façon, le vrai truc, est-ce que moi j'ai le sentiment d'avoir réussi ou pas? Et sans aller plus loin, voilà. Merci. Sandrine? Pour moi, c'est obtenir un résultat favorable sur la durée. Voilà. Obtenir un résultat favorable sur la durée. Donc, que ce soit d'ailleurs pour ma personne, pour les autres, pour le monde. Donc, tout dépend de là où on se positionne, mais c'est effectivement obtenir un résultat favorable. Merci. Et Ghislaine, comment tu qualifies la réussite? Alors, j'emprunte l'analyse de Philippe, mais à cela, pour ma part, j'ai envie de dire, c'est l'empreinte que je laisse.
C'est l'empreinte durable. Je disais à l'entame, très tôt, je me suis dit, je veux marquer ma génération. Après, donc cette réussite, elle va forcément se construire sur la durée. Elle va être ponctuée de succès, d'échecs, mais la somme de tout ça doit me mener là où j'ai fixé le cap. Voilà, là où j'ai fixé le cap de mon vision board. Donc, il va forcément impliquer que je laisse une empreinte positive, j'impacte dans tout ce que je fais, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Il faut qu'il y ait de l'impact. Il faut que j'ai le sentiment que je laisse une empreinte. Merci à tous les trois. Vraiment, j'ai apprécié, j'ai adoré vous écouter, vous entendre. On va passer à la toute dernière partie de cet épisode, le cours obligatoire. Si l'école devait enseigner un seul cours sur la réussite, quel serait-il ? Ça serait de dire que le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin, c'est le cheminement pour arriver à ce résultat, parce que dans tous les cas, ça ne pourra que t'apporter du bonus. Et dans mon cas, par exemple, quand je dois préparer une compétition ou quand je dois préparer un spectacle, le fait de déguiser mes armes, le fait de me préparer physiquement, je deviens toujours un junior meilleur que celui qu'il était précédemment. Donc, c'est le processus qui est plus important que la finalité pour moi. Donc, le cours s'intitulerait « Le chemin ». Pas la finalité. Exactement. Ma dernière question, si tu devais retourner dans le passé, quel conseil donnerais-tu au B-Boy Junior de, 10 ans ? J'irais même plus loin, j'ai envie de dire, de commencer par la base, parce que le point de départ est important, c'est vraiment quand on se construit, quand on est tout jeune, et si on peut inculquer des bonnes valeurs aux nouvelles générations, c'est déjà un message d'espoir, parce que c'est facile de dire quel monde on laisse à nos nouvelles générations, mais c'est plus important de savoir quelle nouvelle génération on laisse à ce monde. Et je me dirais, aux petits juniors, c'est tout va bien se passer, fonce. Merci beaucoup, B-Boy Junior. Merci. Philippe, pour le cours obligatoire, si l'école devait enseigner un seul cours sur la réussite, ce serait lequel ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on crée un cours, et d'ailleurs, il faudrait le refaire régulièrement d'ailleurs, qui s'appellerait l'intelligence d'opportunité. Alors, comme les gens ne savent pas ce que c'est, on aurait mis un sous-titre, c'est comment apprendre à tirer parti du hasard et de l'inattendu pour le transformer en coup de chance. Dernière question, si tu pouvais retourner dans le passé, quel conseil donnerais-tu au petit Philippe ? Je dirais, comme tu vas avoir un parcours, ça je te le promets, qui va être très très long, il y a un truc, reste jamais trop longtemps là où on n'est pas capable de reconnaître ta valeur. Merci beaucoup Philippe. Sandrine, pour ce cours obligatoire, si l'école devait enseigner un seul cours, quel serait-il ? L'art du détail. Mais encore ? Tu m'as dit succincte. Alors, l'art du détail, effectivement. Pourquoi ? Parce que, un peu comme on a déjà entendu, effectivement, le process est plus important que la finalité. Donc, forcément, si on est sur le process, on est sur les détails. Et si tu devais retourner dans le passé, que dirais-tu à la petite Sandrine de 3 ans ? Persévère, tes jours seront meilleurs. Oh, c'est si bien dit. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Ghislaine, pour ce cours obligatoire, si l'école de la vie devait enseigner un seul cours sur la réussite, quel serait-il ? Très intéressante celle-là. Pour moi, ce serait investir autant en soi. Son mental, son équilibre, sa solidité intérieure. Parce que pour moi, réussir, c'est comme bâtir un projet immobilier. Voilà, donc la hauteur du projet, que ce soit un bungalow, un duplex ou un gratte-ciel, va déterminer la profondeur des fondations. Et ces fondations-là, c'est vous, c'est moi. Et lorsqu'elles sont solides, on résiste aux intempéries. Donc il est important de bâtir sur ces fondations-là pour que justement cette pression ne vous casse pas, mais elle devient un levier. Ma dernière question, si tu devais donner un conseil à la petite Ghislaine, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je lui dirais de profiter de toutes les saisons,
que tout va bien se passer et qu'au bout de compte, elle deviendrait la somme de ses succès et de ses échecs. Donc tout compte et tout est important dans son parcours. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci à mes chers invités d'avoir été présents, d'avoir débattu, de nous avoir donné leur opinion. Je dis donc merci à Sandrine Gruda, B-Boy Junior, Philippe Gabillet et Ghislaine Samaké. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de l'École de la vie. En attendant, retrouvez la rediffusion de cet épisode sur Trace Plus que vous pouvez retrouver en téléchargement sur le web, la télé, Google Play Store, Apple Store aussi également. Et bien sûr, pendant 3 mois, c'est gratuit avec le code TalkTrace+. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. On est sur Instagram, LinkedIn, TikTok. Merci de nous donner la force. À très bientôt.